peut exposer à ça, c'est comment savoir finalement quel est le tarif de base, entre guillemets, classique, et finalement quel est le tarif qui est augmenté du fait de certains choix techniques qui ont été faits par tel éleveur ou tel éleveur. Donc l'idée, en fait, c'était de proposer une méthode de standardisation et de calcul des coûts à la place, de telle sorte qu'on soit en mesure d'éditer des coûts les plus souvent rencontrés, et qu'ensuite, derrière, on puisse comparer ça finalement à des tarifs que des éleveurs peuvent rencontrer donc, sur le terrain. Et l'avantage de ces tarifs standardisés, c'est que derrière, on peut suivre l'évolution de ces tarifs sur un pas de temps que l'on peut déterminer au besoin. Alors, en fait, cette étude, elle a été faite sur la base de deux méthodes. Il y a une méthode qui a été mise en place donc, en 2015 et en 2021, et il y a une deuxième méthode qui a été mise en place donc, en 2023, en lien avec la hausse des coûts qu'on a observée de manière assez fulgurante depuis 2 ans, entre 2021 et 2023. La première étape, l'idée, c'était de contacter un maximum d'éleveurs, de personnes présentes sur le terrain. Ça peut être le staff technique autour des éleveurs, ça peut être les OP, ça peut être les interprofessions, pour avoir des remontées donc, de devis de projets bâtiments. Et en fait, on avait ciblé les 3 grands modes de production présents sur le territoire français, c'est-à-dire le caillebotier intégral, le système de litière accumulé la plupart du temps, et l'agriculture biologique. La deuxième étape, finalement, quand on contacte comme ça les personnes du terrain, on a eu des retours plutôt nombreux, c'est-à-dire qu'on a récupéré 53 projets bâtiments sur 2015 et on en a récupéré donc 72 en 2021. Quand on a des études donc, de ce type-là, l'idée c'est d'avoir une représentativité de ce qui se passe sur le territoire et c'est pour ça qu'on a essayé de collecter des devis à la fois dans le Grand Ouest, donc zone Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, et ensuite sur le reste de la France avec une répartition un peu de 50-50. Au niveau des stades physiologiques, là, pour le coup, on ne choisit pas forcément. Dans un monde idéal, il faudrait avoir un dé de vie sur un peu tous les stades physio. Finalement, il y a aussi des tendances de fond où ce qui se construit le plus, c'est quand même surtout des engraissements, actuellement surtout des maternités. Et de fait, on a une surreprésentation de ces devis-là. Et on a les gestantes, les quarantaines et les post-sevrages qui sont un peu moins représentés, qui sont dans les autres, les 20% qu'on a ici. Quand on parle d'un projet bâtiment, en fait, un projet bâtiment, ça peut se décomposer en postes de charge. Donc, vous voyez les 6 postes de charge qui sont proposés ici. Et la logique, c'est quand on contacte les personnes du terrain, on va récupérer un devis pour chacun des postes de charge. Ça, c'est dans un premier monde idéal. Dans un deuxième monde idéal, l'idée, c'est de collecter, en fin de compte, plusieurs devis, parce que finalement, sur une étude de ce type-là, ce qui nous intéresse, c'est à la fois les devis qui ont été validés par l'éleveur, qui vont se transformer en facture derrière, mais aussi les devis non validés, qui vont nous permettre de se rendre compte, pour une situation donnée, les disparités de coûts qu'on peut avoir entre 2 artisans, entre 2 fournisseurs, etc., etc. Et en fait, pour réussir à réaliser les calculs et à standardiser donc, les coûts, l'idée, c'est de récupérer également les plans des bâtiments qui vont nous être très utiles pour l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est la fameuse création de standardisation et de la création d'une base de données. Donc, je vous donne un cas d'étude qui va permettre à tout le monde de comprendre un peu la difficulté que ça peut être d'analyser des coûts bâtiments. Vous avez un éleveur qui va construire 600 places d'engraissement à 1 mètre carré et 40 places donc, de maternité. Finalement, quand vous discutez donc avec l'éleveur, vous vous rendez compte qu'il a construit ça, mais il en profite pour remettre un peu de manière plus carrée certains aspects de son élevage. Donc, il va en profiter pour construire un petit sas qui était, entre guillemets, peut-être un peu le point faible à l'époque sur son bâtiment. Donc, la première étape, ça va de récupérer tous les devis et de saucissonner finalement dans les devis quelle est la part de coût qui est reliée réellement à la maternité, quelle est la part de coût qui est réellement reliée à l'engraissement et quelle est la part de coût qui va être reliée donc au sas sanitaire. Une fois qu'on a isolé les coûts qui ne concernent pas les places en question, là, on va avoir un premier travail de standardisation où l'idée, c'est de supprimer les équipements que l'on va considérer comme spécifiques. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, c'est quand on a des systèmes de cooling, la porcherie standard française, elle n'a pas des coolings sur tous ses bâtiments. Donc, si je laisse le cooling sur une place d'engraissement tandis que je ne le compte pas sur une autre, automatiquement, on se retrouve avec une différence de tarif, mais liée au fait qu'on a d'un côté une porcherie, on peut guillemets, suréquipée, et de l'autre côté, on a une porcherie non standard. L'autre côté, c'est la standardisation des places. Entre une place à 1 mètre carré et une place à 0,75 mètre carré en engraissement, forcément, j'ai une place qui est plus chère que l'autre, mais c'est uniquement lié au fait que j'ai plus de surface donc par animaux. Donc finalement, une fois qu'on a fait toutes ces étapes de standardisation et de suppression des équipements spécifiques, etc., on va obtenir des coûts standards. Ensuite, en 2023, on a mis en place une méthode différente parce qu'il y a eu une augmentation des coûts qui était très très importante. C'était compliqué de remobiliser finalement tout le temps qui avait été investi donc en 2021 pour collecter des devis, analyser les résultats, etc. Donc on a utilisé une autre méthode pour repartir des tarifs de 2021 et essayer de les actualiser sur la base de la hausse de tarifs qu'on observait depuis 2 ans. Donc pour ça, on s'appuyait sur ce qu'on appelle les indices BT de l'INSEE. Donc c'est les indices bâtiments. Et l'idée, alors c'est peut-être marqué un peu petit, l'idée c'est que pour chacun des postes de charge que je vous évoquais tout à l'heure,
On va récupérer les indices bâtiments. Donc, en gros, c'est l'INSEE qui va dire, bah, moi, j'estime que le prix du béton a augmenté de tant de pourcents entre mars 2023 et avril 2023. Et idem pour le cuivre, idem pour le PVC, etc., etc. Nous, derrière, on va venir allouer ces différents indices aux différents postes de charge que vous voyez donc juste ici. C'est la première étape. Une fois que cette étape-là est faite, derrière, il faut déterminer le poids de chacun des lots dans le coût global de la place. Pour faire clair, en fait, quand on a le terrassement ici qui augmente énormément, on se rend compte que ça ne va pas avoir une incidence énorme sur le coût de la place parce que le terrassement, finalement, il ne représente que 2 à 3 % du coût global de la place. Par contre, dans l'eau béton que l'on revoit dans les sous-bassements ici et que l'on revoit dans les élévations ici, le béton, lui, il ne peut augmenter que de 3 ou 4 % et avoir une incidence directe sur un coût important, une évolution du coût important de la place, au vu de la représentativité du béton dans la construction des nouveaux bâtiments. Une fois que ce travail donc est fait, il y a une troisième étape, on va repartir d'un coût de référence. Donc, en l'occurrence, le coût de référence qui nous intéresse, c'est le coût de 2021. Et en fait, on va venir recalculer l'évolution des indices BT entre 2021, donc janvier 2021 et janvier 2023. Et en fonction du poids que cet indice BT peut avoir donc, dans le coût à la pièce ici, on va être capable de recalculer un coût standardisé en repartant finalement des coûts standardisés de 2021. Donc finalement, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on obtient? En janvier 2023, on obtient donc les coûts qui sont représentés ici. Donc l'avantage d'avoir autant de devis collectés donc, sur le terrain, c'est d'être en capacité de calculer des coûts mini, des coûts maxi et des coûts moyens ou on pourrait qualifier de plus souvent rencontrés. Donc on retrouve les trois grands modes de logement, hormis pour la maternité où on n'a pas de maternité litière parce que c'est quelque chose qui est très sous-représenté donc, sur le terrain. Et vous voyez que finalement, entre le coût moyen qu'on a ici et la fourchette mini-maxi que l'on a de chaque côté, on peut avoir des écarts qui peuvent être assez importants. Et bien ça, finalement, ça va représenter justement les écarts de toit techniques qui peuvent être faits donc, entre les éleveurs, c'est-à-dire entre ceux qui vont investir dans beaucoup d'isolation, dans des élévations qui vont faire 2,50 m, 2,60 m ou 2,80 m, dans des ventilateurs plus ou moins perfectionnés, et il y a aussi un impact sur la zone géographique. Alors là, je vous présente uniquement les résultats de engraissement et maternité. Ayez en tête que si vous voulez avoir plus de détails sur cette étude-là, il y a un papier qui a été rédigé donc, pour les journées de la recherche porcine en 2024, donc en février 2024, qui reprend tout le détail pour chacun des stades physiologiques. Et il y a également un papier qui a été rédigé dans la revue Réussir Port-Export sur le numéro de février-mars 2024. Quand on regarde maintenant l'évolution des coûts, donc vous avez bien compris la méthode qui a été mise en place donc, pour déterminer les coûts en 2015. Donc au niveau de l'histogramme, c'est le gris qui est le plus clair. Et l'évolution des coûts en 2023, donc c'est la barre d'histogramme qui est donc la plus foncée. Si on regarde donc les maternités, on se rend compte qu'on a une augmentation du coût à la place qui est donc de plus 70%, 69% sur un caillebotis classique, et on est sur du plus 63% sur des maternités en système biologique. Quand on prend les engraissements, on observe de nouveau des variations qui sont assez importantes. Le code couleur n'a pas changé, c'est exactement 2015 et 2023, c'est exactement le même code couleur. On retrouve le caillebotis, la paille et l'agriculture biologique, et on se rend compte qu'on a une augmentation de l'ordre de 40%, donc des engraissements entre 2015 et 2023. Par contre, le porc sur paille, on voit que l'augmentation est bien plus importante, et ça, je reviendrai dessus dans quelques slides. Du coup, d'une manière générale, quand on a des résultats donc, de ce type-là, ce qui peut être bien, c'est de regarder ce qui se passe sur les engraissements sur caillebotis. En fait, les engraissements sur caillebotis, c'est un indicateur qui est très fiable au vu du nombre d'engraissements sur caillebotis qui se montent donc, sur le terrain pour avoir une idée de comment évolue le monde de la construction. Et là, en fait, les indicateurs sont hyper alarmants, entre guillemets. C'est qu'entre l'augmentation qu'on a pu avoir entre 2015 et 2021, elle est 18% donc, sur le coût à la place. Et en fait, en l'espace de 2 ans, contrairement à 6 ici, on a une augmentation qui est plus forte. Donc, on voit vraiment un emballement des coûts entre 2021 et 2023. Alors ça peut s'expliquer de deux manières. C'est la reprise d'activité post-Covid, où finalement toutes les entreprises ont repris l'activité en même temps, et ça a tiré les tarifs donc vers le haut. Et ensuite, on a enchaîné avec des difficultés d'approvisionnement de certains matériaux en lien avec le conflit russo-ukrainien, qui est encore d'actualité. Ensuite, on va avoir systématiquement un écart de coût entre le coût IFIP et le coût clé en main qu'on peut voir circuler sur le terrain, notamment dans les groupements ou les coûts que les éleveurs peuvent avoir en tête. C'est lié au fait, je le rappelle, que le coût IFIP, c'est un coût standardisé, tandis que le coût clé en main, ça va souvent être un coût dans lequel l'éleveur, finalement, une fois qu'il a payé ça, il peut rentrer dans son bâtiment, il est tout de suite en fonctionnement. Et donc, on va rapidement venir intégrer des petits locaux pour venir mettre le PC d'élevage, des petits locaux pour refaire le sas sanitaire, etc., etc.
Donc, on a généralement les coûts clés en main qui sont un peu plus élevés que les coûts IFIP qui sont présentés là, du fait de la méthode de standardisation qui a été mise en place. Je reviens juste donc sur le port sur paille, et ouais, j'ai bientôt fini. Ouais. Du coup, on a une montée en gamme donc, du port sur paille. Et ça, c'est lié au fait qu'avant, on avait des bâtiments qui étaient relativement donc, sommaires, assez peu isolés. Et maintenant, on passe de plus en plus sur des bâtiments sur paille. On va essayer d'aller chercher de la performance zootechnique, dans lequel on va essayer d'avoir de moins en moins d'intrants, donc de la paille, et dans lequel on va essayer d'optimiser donc, le travail. Donc, on passe de bâtiments où on avait tendance à mettre beaucoup de surface à nos animaux pour essayer de compenser finalement l'inconfort du bâtiment, à des bâtiments beaucoup plus compacts et qui vont être beaucoup plus sophistiqués. Et c'est ce qui explique le bond en avant de plus 143% d'évolution que je vous ai montré donc juste avant. Et donc, en guise de conclusion, là, je vous ai présenté des résultats sur 3 modes de logement. On voit que sur le terrain, il y a quand même un nouveau mode de logement qui est en train de percer. C'est les bâtiments auxquels on affecte pas mal de bienfaits en termes de bien-être animal ou de réponse aux attentes sociétales. Donc, c'est des bâtiments où le slogan est souvent « on laisse le choix à l'animal d'eux ». On laisse le choix à l'animal d'aller à l'intérieur ou à l'extérieur, d'aller sur différents types de sols. Et bien finalement, si ces bâtiments percent à l'avenir, ils mériteraient d'être documentés en termes donc, de coûts, parce qu'on est sur des coûts qui sont plus élevés que ce qu'on a sur des bâtiments caillebotiers classiques, et qui mériteraient peut-être d'être une 4e catégorie de mode de logement qui permettrait de guider finalement la filière sur les investissements à prévoir sur des bâtiments donc, de ce type-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier tous les acteurs de la filière. Il y en a beaucoup qui sont présents donc, dans la salle, qui ont contribué à la remontée de devis, parce que vous imaginez bien que sans remontée de devis, j'aurais pas eu grand-chose à vous dire donc aujourd'hui. Merci à tous.